Dans la presse, avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et à la une de la presse, notamment les réactions à la décision de l'Union européenne de renoncer au 100% électrique auprès de ses constructeurs en 2035. La Tribune explique ce rétropédalage par la volonté de l'UE de venir en aide à un secteur automobile en crise. Le couperet de 2035 se fissure et les Échos annoncent que le Parlement européen pourrait encore assouplir le texte, car certains constructeurs continuent leur lobbying. Ce rétropédalage sur l'une des mesures phares de l'UE pour protéger la santé et l'environnement est dénoncé en revanche par Libération qui fustige une nouvelle reculade des 27 à un moment où la Commission européenne propose par ailleurs d'autoriser sans limite de temps un certain nombre de pesticides. Le soir, en Belgique, vilipende un très mauvais signal envoyé aux constructeurs et au monde. Et il juge que l'Europe, à la remorque de la Chine et des États-Unis, se leurre en imaginant contrer l'extrême droite en courant derrière elle, plutôt qu'en offrant une véritable alternative écologique et industrielle. Et c'est symptomatique, Hélène, comme souvent au sein de l'Union européenne. C'est trop pour les uns, c'est pas assez pour les autres. Et au pays de Das Auto en Allemagne, Die Zeit rapporte que les dirigeants du secteur restent sur leur faim, qualifiant même de simple façade, je cite, la proposition de revenir sur l'interdiction des moteurs à combustion, abandon du 100% électrique en 2035, atermoiement sur le Mercosur, détricotage du pacte vert. L'Europe n'en finit plus de tâtonner pour définir sa politique et l'opinion exprime sa lassitude face à ce sempiternel stop and go européen, ces séries d'avancées et de recul. Dans les dessins de CAC, Emmanuel Macron expose son projet à l'UE. En général, si on discute assez longtemps, ceux qui sont contre finissent par changer d'avis et ceux qui sont pour aussi, lui répond Ursula von der Leyen. Et alors ça va là pour plein de choses. Les Européens, ils peinent aussi à se mettre d'accord sur le gel des avoirs russes pour financer la guerre en Ukraine. Oui, nos confrères de RFI font état de progrès en début de semaine. Des discussions sur la possibilité d'utiliser 140 des 210 milliards d'euros d'avoirs russes gelés dans les institutions financières européennes et notamment au sein de la société belge Euroclear. Mais comme dans le dessin de CAC, effectivement, là où ça se corse, c'est que le nombre et la mobilisation des non-volontaires progressent aussi. D'après Courrier International, à la réticence belge s'ajoute désormais celle de l'Italie, de Malte et de la Bulgarie. La Repubblica, le quotidien italien, affirme que Bruxelles ne craint pas seulement les poursuites judiciaires de Moscou, mais qu'elle redoute également une cyberattaque massive qui pourrait paralyser tout le pays. À ce propos, la guerre hybride cible aussi la France où un individu a été mis en examen dimanche après la découverte d'un outil technologique inconnu sur un ferry qui a accosté à Sète dans le sud de la France. Le Parisien aujourd'hui en France révèle que 2 hommes de nationalité lettonne et bulgare sont soupçonnés d'avoir eu en leur possession un appareil technologique de très haute technicité et surtout d'origine totalement inconnue. Ce logiciel leur aurait permis d'infecter le système informatique du navire, d'y installer un dispositif malveillant pour en prendre le contrôle et possiblement de le détourner et de commettre ainsi un acte hostile. D'après le journal, une des hypothèses du renseignement extérieur français est que ces 2 hommes pourraient avoir tenté d'agir pour le compte d'un pays étranger. En tête des pays suspects, je vous le donne en mille, la Russie. Ouais. En France toujours. Les prud'hommes à présent, qui ont condamné hier le PSG à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé. L'ex-attaquant parisien exulte, vous le voyez à la une du Financial Times ce matin. Le journal précise que cette somme correspond à des salaires et des primes impayées. Il parle d'un coup dur pour le PSG et son président Nasser El Khelaifi. Le Parisien aujourd'hui en France évoque de son côté un immense revers pour le club parisien et un succès total pour son ex-employé dont l'un des avocats Damien s'est réjoui de voir rappeler ce principe fondamental. Quand on exécute un travail, on est payé pour cela. C'est vrai pour tous les salariés de France et de Navarre. Allez, un salarié comme les autres, ou presque justement. Au Royaume-Uni, l'Institut des statistiques de l'emploi saisonnier s'est penché sur la rémunération du Père Noël. Oui, d'après The Times, Damien, il ressort de cette étude que la magie de Noël ne sera pas au rendez-vous cette année pour le Père Noël, car si les lutins profitent, semble-t-il, d'une belle augmentation, eh bien le Père Noël, lui, ne gagnera pas plus que l'an dernier. Le Père Noël se serait-il retrouvé sur la liste des enfants passage? Qu'en pense Donald Trump? Dans ce dessin, ma foi,
Très savoureux de Morton Morland pour The Times, toujours. Le président américain ne se prononce pas sur la question du salaire du Père Noël, mais il propose sa version du conte de Noël et de la naissance de Jésus. Un type super qui a fait un tas de bonnes choses, d'autres pas aussi bonnes, not so good, mais des tas de choses bien et des tas de gens l'aiment, etc., etc. Donc, si vous voulez un vrai beau conte de Noël, Damien, je vous propose plutôt de jeter un cil à la Dépêche du Midi. Le journal raconte l'histoire d'un ancien sans domicile fixe qui avait pour habitude de monter la crèche de Noël d'une petite église de Rouen, c'est dans l'ouest de la France. Son destin a basculé lorsqu'une de ses nièces a découvert son existence via un article consacré précisément à ses installations. La médiatisation de son histoire lui a permis de renouer le contact avec ses proches qu'il croyait morts. Est-ce que ce n'est pas le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse imaginer ? Mais ouais, c'est très mignon.